Eh bien salut, bonjour à tous et bienvenue pour cette petite interview de notre ami Cédric Paty qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Cédric, bienvenue à toi sur Entraîneur TV. Salut Romain. Euh, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. Ce que j'avais imaginé en te proposant cette petite interview, c'était que tu puisses, que ce soit pour nous enrager, que ce soit pour les joueurs qui nous regardent, mais que ce soit aussi pour leurs entraîneurs, parce qu'on a beaucoup d'entraîneurs qui nous suivent, un petit peu nous expliquer à la fois ton parcours de joueur, qui je pense peut en inspirer beaucoup chez les jeunes comme chez les plus grands, mais aussi ton parcours ensuite d'entraîneur, avec ce passage-là de joueur professionnel à entraîneur. Et puis aujourd'hui, un petit peu ton rôle de directeur sportif au sein du CSAV Antilvieux. Donc voilà, un petit peu parler de ce parcours-là handballistique, quoi, nous raconter ton handball, un petit peu de ton histoire au travers de ces temps-là. Est-ce Tu, que... tu, tu veux que je me lance du coup? Oui, oui, bah après je vais t'aider à baliser, mais peut-être déjà nous dire un petit peu où est-ce que tu as été formé, où est-ce que tu as découvert le handball, où est-ce que Alors, t'as... moi je suis originaire de Côte d'Or, d'une petite ville au-dessus de Dijon, Ouais, dans laquelle je suis resté jusqu'à mes 18-19 ans. Donc j'ai été formé, mon père a pris en charge l'école de hand de ma ville, donc j'étais forcément dans ses pattes tous les mercredis. ok. Et j'ai commencé le hand à 5 ans et tu vois, j'ai arrêté à 35 ans. Donc j'ai fait 30 ans de pratique. Après, j'ai un parcours qui est assez peu commun parce que je ne suis pas du tout passé par toutes les filières, on va dire, normales de la formation. Ok, Euh, J'étais donc à 1 heure de Dijon. La priorité pour moi, c'était les études. Pour moi et ouais, surtout aussi mes parents, mais c'était les études. ok, Donc, je n'ai pas du tout fait de pôle, sport-études, choses comme ça. ok, J'ai suivi la super. formation de base de mon club, qui était un petit club. Donc, tu Ouais, vois, j'ai fait une première année de senior après les moins de 18 en départemental, ok, donc au plus petit niveau français, donc c'était assez particulier. excellent. Mais et après, du coup, je suis parti faire mes études sur Dijon et c'est là où j'ai pu intégrer le club de Dijon qui était en N1. D'accord, ouais, donc Euh, un grand saut, un un grand grand saut. saut ouais, de 8 divisions d'écart, c'était assez étonnant les premières semaines d'entraînement pour la prépa, parce que c'était des choses que je connaissais absolument pas. Moi, j'en prenais une fois par semaine en faisant 45 minutes de foot et 45 minutes de hand. Ouais, bien sûr. Je jouais dehors dans les villages à côté, certains villages qui n'avaient pas de salle, donc tu vois, on jouait dehors, tu vois, c'était assez Un particulier. autre handball, quoi. Euh, voilà, mais c'était aussi ma volonté, c'est-à-dire que même si à Dijon, le centre de formation de Dijon, le pôle voulait me recruter entre guillemets, Mhm. nous la priorité c'était vraiment d'avoir le bac et puis après pour mes études de STAPS, je suis parti sur Dijon, donc 2 ans, Et et où est-ce que, j'ai joué. pardon, je te coupe, est-ce que c'est quelque chose qui t'a, tu penses, plutôt du coup servi, ce fait de garder propre à soi le handball d'un côté, mais surtout les études, ou est-ce que ça t'a peut-être frustré à des moments en tant que joueur, en tant que... Quand j'étais minot à 15-16 ans, quand le pôle t'appelle, te disent qu'ils te veulent, Ouais, t'as forcément envie d'y aller, comme un gamin qui adore le hand. ouais. Le hand, pour moi, c'est une passion, donc j'avais forcément envie d'y aller. Maintenant, avec mon âge et moi, le retour sur la carrière que j'ai pu avoir, je ne regrette absolument pas, et Ouais, je pense que mes parents avaient raison. Euh, le handball, encore plus à mon époque, c'était pas du tout quelque chose de très professionnel, et bien donc du sûr. coup, la priorité à mettre sur les études était largement compréhensible. Mhm. Et voilà, à refaire, je referais exactement pareil parce que je suis très fier de mon parcours et son originalité fait que Ouais, ouais, bien c'est sûr. encore plus gratifiant, quoi. Et donc du Carrément. coup, je suis parti à Dijon, donc en STAPS, pour les 2 premières années où j'ai joué en N1 et on est descendu en N2. D'accord. Et l'année d'après, donc j'ai été recruté par Besançon, qui était en D2. Ok. Donc je suis parti faire ma troisième année de licence STAPS à Besançon, euh, où j'ai joué en D2. Et après Ok. 1 an, je suis resté qu'un an, parce qu'après j'étais recruté par Villefranche, D'accord. Villefranche-sur-Saône, à l'époque, qui évoluait en deuxième division. Ouais. Est-ce que, Et est-ce que c'est à l'époque où il y avait justement Boris Thiebaud, etc. Est-ce que c'est... non, C'est... non, non, Non. moi c'était en Villefranche, c'était en 2004. Ok. 2004 où il y a eu, on avait, j'ai joué, donc il y avait Rock Felio, Mathieu Drouin, D'accord. tu vois, que des joueurs qui ont un peu percé Ah, après. Et on bien a fait sûr. champion de France de D2, Ok. alors qu'on avait une équipe de gamins, on avait tous 21 ans, Excellent. 22 ans, 23 ans, tu vois, 22 ans. Mais tous Et promis un bel avenir.
Pas du tout. Franchement, c'était pas du tout ça. Sauf que la sauce a vachement pris. L'entraîneur, c'était Dacia Davidovic, Ok. qui, qui après a entraîné longtemps là-bas, qui a entraîné aussi à Valence, donc qui nous a vraiment formaté à sa manière et la sauce humaine a vraiment pris. Ouais. On était pronostiqué, je crois, 13e sur 16 par hand d'action à l'époque. Et on a fini premier, tu vois, de la Parcours. première journée à la dernière. Vraiment Excellent. une saison exceptionnelle. Franchement, un grand souvenir. Et donc, du coup, ça en a enchaîné 2 années en D1, Ok. en LNH, avec les franches. Et à la fin de la deuxième année, j'ai été recruté par Chambéry en D'accord. 2006. Ok, Donc, j'ai 2006. joué jusqu'en 2016. D'accord. Et c'était ta dernière année? Non, qu'est-ce que... J'ai joué 10 ans à Ouais, Chambéry. ouais, carrément. Voilà. Ok. Bon, un sacré parcours qui t'a fait passer quand même par pas mal de clubs différents, qui t'a fait connaître pas mal de niveaux. Juste pour continuer un petit peu avant qu'on passe sur le volet un peu entraîneur, qu'est-ce qui aujourd'hui tu dirais avec le recul, que ce soit dans ton premier club et puis même tous ceux qui ont suivi dans le milieu un peu plus professionnel ou semi-professionnel, qu'est-ce qui pour toi en tant que joueur t'a fait passer des caps? Que ce soit un conseil d'entraîneur, une vision peut-être de l'entraînement, qu'est-ce qui... Ah, alors, conseil d'entraîneur, c'est sûr qu'il y a des entraîneurs qui marquent, mais j'ai toujours eu, quasiment toujours eu des entraîneurs avec qui ça s'est super bien passé, où l'aspect humain était prédominant par rapport à la relation d'entraîneur-joueur. Mhm. Et ça, pour moi, c'est essentiel. C'est ce que j'ai essayé de faire aussi après quand je suis passé de l'autre côté du terrain, donc sur le banc, où, Complètement. où pour moi, les valeurs humaines sont quasi, voire plus essentielles que les compétences handballistiques, quoi. Pour pouvoir progresser, pour l'émulation d'un groupe, Mhm. c'est essentiel. Moi, j'ai toujours été très investi quand j'étais sur un terrain, Ouais. à l'entraînement ou en match. Et par contre, j'étais très investi aussi dans la vie de groupe, dans les vestiaires ou même à côté après les matchs, quoi. Ok. Pour moi, ça va de pair. Ouais, ouais. Est-ce que c'est ça qui t'a donné peut-être aussi l'envie de continuer un petit peu? Parce que quand tu t'es lancé dans le STAPS, est-ce que tu avais une idée derrière ça ou est-ce que c'était histoire de suivre un cursus? Non, 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 j'avais l'idée de passer mon professorat de PS, Ok. que je n'ai pas fait, parce que le hand, le haut niveau m'a rattrapé. Donc, à partir du moment où j'ai signé à Dijon, je commençais un peu à gagner ma vie. Et puis, en signant en D2, j'avais mon contrat professionnel. Donc, mon travail, le handball est devenu mon travail. Et Hmm. après, ça a pris vraiment une autre dimension quand j'ai signé à Chambéry, où là, on jouait à la Ligue des Champions, où Ouais. c'était très professionnel. Donc j'avais auparavant. Ah, je t'entends plus, mon Cédric. T'as dû peut-être appuyer sur mute, peut-être, sur la touche Tu M. m'entends Ouais, là? c'est bon. Ah, excuse-moi. C'est rien. Donc je disais, j'avais assuré mes arrières au niveau de la scolarité, donc avec mon bac plus 4 qui était déjà validé avant que j'arrive à Chambéry. Ok. Donc même, Chose même de si je faite. jouais en D2 ou en D1 à Villefranche, j'ai continué à faire mes études, parce que pour Mhm. moi c'était essentiel de préparer l'après. Ouais. Et, euh, et après, une fois que j'étais à Chambéry, j'étais investi à 100% dans la pratique. Ok. Euh, Peut-être l'équipe de France, on en parle? Qu'est-ce que des souvenirs? Enfin, peut-être qu'est-ce qui que des souvenirs, je pense, que des bons souvenirs. Ouais, il y a énormément de souvenirs. C'est une consécration. C'est vrai que Philippe Gardan a été un entraîneur que tu parlais tout à l'heure des Mhm. entraîneurs qui t'ont marqué. Moi, Philippe Gardan était un entraîneur qui m'a énormément marqué, avec qui euh, le contact se passait toujours bien, avec qui je suis encore en relation, tu vois, Ouais. et qui m'a fait aussi euh, arriver à progresser et à ouvrir les portes de l'équipe de France. Et c'est aussi grâce à lui. Ok. Et l'équipe de France, oui, c'était premier appel. Je pense que c'était le fin décembre, le dernier match du championnat. On jouait à Créteil et c'est Philippe Gardant qui est venu me le dire en disant que Onesta, Claude m'avait sélectionné pour un stage médical, tu vois. Excellent. Et le premier stage médical, premier écrémage, je faisais toujours partie du groupe. Et puis après, préparation pour le championnat d'Europe, je faisais toujours partie du groupe. Et puis l'annonce de l'équipe, je partais pour faire le championnat d'Europe. Donc tu vois, c'était très vite. C'est-à-dire qu'en 3 semaines, je me retrouvais au championnat d'Europe alors que j'avais jamais mis un pied dans
n'importe quelle équipe de France, même niveau jeune ou quoi que ce soit, quoi. Ouais, Pour moi, j'ai jamais connu ça, donc c'était génial. Et puis, j'en ai suivi après la prépa olympique, les Jeux, et, euh, et après pas des championnats du monde pour la Croatie où je me fais 2 semaines avant les ligaments croisés ok. et qui a un petit peu scellé ma présence, on va dire, même si je suis resté jusqu'en 2013, donc là, de 2007 à 2013, je Ouais. faisais souvent des stages de préparation, regroupements, des choses comme ça. Mhm. Mais avant le championnat du monde, bah, du coup, j'ai plus fait de compétition. Ouais, ouais. Euh, Mais ça reste un souvenir Ouais, mémorable. je me doute, ouais. Avec les Jeux Olympiques, vraiment un sacré moment. Ok, en tout cas, bravo pour encore une fois cette belle carrière de joueur. Et peut-être bah, du coup maintenant passer un petit peu sur le volet entraîneur. On en a parlé bah, du coup voilà, sur peut-être une implication déjà dans la vie de groupe, et dans la vie d'entraînement, etc. qui t'avait peut-être donné quelques idées. Comment s'est fait ton passage du coup de joueur à entraîneur après ta carrière? Alors, allez, peut-être 5 semaines ou 6 semaines avant que j'accepte le poste d'entraîneur à Anne-Sylvieux, Ouais, jamais, mais grand jamais, je t'aurais dit, je vais entraîner ou je veux entraîner. ok. C'était pas du tout quelque chose que je voulais faire, mais pas du tout. Moi, à la fin de ma carrière, j'avais déjà anticipé ma reconversion et j'avais intégré déjà une école de kiné. Ouais, ouais. Donc, du coup, moi, la priorité, c'était passer mes 4 années de diplôme pour devenir kiné. Et l'entraînement, c'était pas du tout quelque chose qui m'intéressait même. Ok. Et en fait, c'est le contact de l'ancien président du club d'Antilvieux qui m'a contacté par un biais d'un partenaire, donc François Escoffier, Ok. qui est un des partenaires principaux de Chambéry, qui était aimé avec lui et qui lui a dit si tu veux un entraîneur, quelqu'un qui sort un petit peu du cursus du haut niveau, il y a CC qui prend sa carrière, qui arrête sa carrière, pourquoi pas l'appeler. Et ça s'est fait comme ça, on s'est vu pendant 2 heures autour d'un café, on a parlé handball pendant une demi-heure et pendant 1 heure et demie, on a parlé de tout et n'importe quoi et le contact s'est vachement bien passé. Et puis, il m'a Excellent. lancé un projet, un défi qui était intéressant. À l'époque, en Cantil Vieux, quand je suis arrivé, il avait fini 11e de N2. Ok. Et ils avaient un peu l'envie folle de monter en Mhm. N1 dans une division que le club n'avait jamais connue. Et c'est vrai que on a réussi ce projet-là en 2 saisons. La première saison, qui a été plutôt sympa, où on a fini 6e. Et puis Mhm. l'année d'après, on a fini premier de N2. Excellent. Et s'est enchaîné avec 2 années de N1 qui viennent de se terminer où on a fini premier à chaque fois de notre poule. Donc il y a eu vraiment une belle évolution du club et maintenant on peut dire qu'on fait partie des clubs importants, on va dire, au niveau national du niveau N1. Quoi. Même si depuis 2 ans on refuse d'aller dans la poule élite Mhm. Rap. parce que ça fait trop, il y a trop de contraintes Mhm. et économiques et au niveau des déplacements par rapport aux joueurs et même par rapport au club Mhm. qui font qu'on a préféré refuser. Mais c'est sûr que ça va être une évolution logique, on va dire, La en suite. fonction des évolutions et des volontés du club de progresser. Mhm. Qu'est-ce qui justement, à ton arrivée à Annecy, t'a permis là sur ces 2 saisons de redresser la barre, quoi, d'une équipe qui était à 2 doigts d'être reléguée en N3. Non, 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 pas redresser la barre parce que le club était sain. Franchement, c'est un club qui a énormément de valeur, Mhm. qui était dirigé à l'époque non par Christophe Chypre, magnifiquement bien. Les finances étaient au vert. Un club avec énormément de bénévoles. Mhm. Je crois que l'année prochaine, on va être pas loin de 500 licenciés, donc un des plus gros clubs de la région. C'est un club qui était vraiment viable. Il n'était pas du tout en train de couler. C'est juste que sportivement, il avait besoin d'un nouvel élan. Et Ouais. c'est sûr que moi, alors je suis arrivé dans un dans un niveau que je connaissais pas. Mhm. Euh, et donc, ça a été j'ai eu besoin aussi de m'adapter au niveau, Bien sûr. notamment au niveau de jeu, des compétences, au niveau des choses que je pouvais demander et d'autres non. Après, j'ai utilisé aussi le réseau que j'ai pu me forger pendant plusieurs années pour avoir un recrutement de qualité. Et Ouais. c'est sûr que depuis 3-4 ans, on a eu quand même l'année quand on était en N2, on avait 4-5 joueurs qui venaient de D2, quoi. Ouais, Donc ouais, pour un bien club sûr. de N2, on avait une équipe qui a survolé le championnat Mhm. et qui était plutôt intéressante.
Et même là, le recrutement que l'on fait depuis 2 ans en N1, bah, il lie un petit peu aussi la jeunesse avec l'expérience de certains joueurs qui ont évolué en Pro League. Donc, c'est ce qui est intéressant avec une équipe qui est très très jeune, bah, qui ça va être la volonté aussi maintenant du futur du club de voir progresser. Et par exemple, tu vois, pour l'année prochaine, pour notre groupe de N1, on a une moyenne d'âge de 25 ans. Donc, Mhm. Ouais. c'est assez très très jeune pour un club de N1. Ouais, excellent. Et bah, je vais en parler un petit peu côté féminin aussi, du coup. Je sais que, enfin, Ouais. alors, parce que bon, on passe un petit peu du coq à l'âne, Alors, pas au niveau de l'entraînement, pas au niveau de voilà, pas l'entraînement au niveau côté d'entraînement, féminin. du coup, mais tant qu'on en est à parler un petit peu du club, etc. Côté féminin aussi, je sais que ça se structure bien et que ça avance bien. Ouais, bah aussi, c'est vrai que depuis l'année dernière, le club est monté en N1 chez les filles. On a fait une belle saison avec Walid Soussi qui entraîne, qui ont fini septième. Donc pour une première année de N1, finir septième, c'est plutôt honorable. Et puis avec des objectifs aussi de progression. Certes différents ou adaptés par rapport à l'objectif de progression qui est celui des garçons. Mais, euh, mais en tout cas, c'est un objectif commun au club de faire progresser les deux effectifs qui évoluent en N1. Ok. Du coup, ouais, on va rester encore un petit peu sur ton parcours d'entraîneur. Du coup, bah, tu as commencé directement avec des seniors. Est-ce que du coup, toi, d'avoir connu le milieu pro et le milieu, enfin, beaucoup de l'adulte, est-ce que ça t'a du coup grandement inspiré, j'ai envie de dire? Est-ce que les coachs que tu parlais tout à l'heure de Philippe Gardan ou d'autres, est-ce que leur approche de l'entraînement t'a vraiment guidé sur ça, ou est-ce que ça t'a permis aussi de faire tes idées propres sur ce que tu ne veux plus? Est-ce que... Je crois que c'est un mix des deux. Alors, je me suis basé sur les choses qui m'ont apporté. Mhm. J'ai essayé de transmettre certaines choses, notamment, encore une fois, sur l'aspect humain, la relation, le managériat, on va dire, des hommes. Ça, c'est des choses qui me plaisaient énormément et qui me plaisent toujours. Après, au niveau des contenus purement balistiques, bah, je me suis aussi formé. Mhm. J'avais à l'époque, ça s'appelait des BE, des brevets d'État Mhm. 1 et 2, et j'ai fait une équivalence où j'ai passé il y a 2 ans mon EIRA niveau Ok. 4, et où je devais enchaîner avec une formation du niveau 6. Mhm. Euh, mais c'est sûr que pour moi, j'étais à la recherche bah, de nouvelles compétences. Mhm. Dans l'entraînement, j'avais aucune expérience, donc je me suis aussi vachement basé sur l'apport théorique de mon adjoint, donc Bastien Ouais. Souillet, qui est le salarié du club d'un petit vieux, qui lui est un puissant fond de connaissances là-dessus. Et c'est sûr que notre complémentarité, on va dire, au niveau du managériat et au niveau des compétences techniques, et bah, moi j'ai appris au jour le jour avec lui. Lui également a appris sur d'autres choses. Et je pense qu'au-delà de ma propre performance d'entraîneur, si on peut dire, je pense que c'est vraiment ce binôme qui a été performant pendant ces 4 années. Ok, mais alors justement, bah, on va pencher un petit peu sur ce point-là. Bon, Bastien, bonjour à lui déjà, hein. S'il nous regarde, j'espère qu'il nous reverra. Qu'est-ce que justement pour toi, le rôle d'un adjoint et d'un entraîneur principal, comment un petit peu appréhender ça? Comment est-ce que les clés d'une relation comme celle-là? Alors honnêtement, le rôle principal et adjoint pour moi, c'est juste sur la feuille de match où il faut un A et un B et puis basta Mhm. quoi. Après nous, dans la relation de travail qu'on avait avec Bastien, c'était un travail conjoint avec des tâches définies, avec une réflexion commune. Et il n'y a aucun moment j'ai pu faire preuve d'autoritarisme vis-à-vis de lui. Jamais, quasiment jamais, je prenais une décision sur un contenu d'entraînement ou sur quoi que ce soit sans avoir son aval. Alors après, c'est sûr que au niveau du coaching, quand tu es en match, eh ben, il y a des choix et des décisions qui doivent être Mhm. faits très rapidement. Bien sûr. Où là, je prenais mes responsabilités, on va dire. Mais après, j'avais toujours Bastien ou même moi, je m'asseyais souvent à côté de Bastien pour dire quand ça allait pas, qu'est-ce que t'en Mhm. penses. Et puis même lui, il venait vers moi pour échanger. Et pour moi, la vraie relation, quand on est deux sur un banc, elle est là. Elle est dans la complémentarité, dans l'échange, au-delà du fait d'avoir un numéro un et un adjoint. Mhm. Ça, c'est que dans la nomination. Mais pour moi, ça marche pas comme ça. Ouais, ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, je vous encourage tous là, qui nous regardez, là, qui êtes entraîneur aussi en club, vraiment à essayer de développer des relations comme ça. Déjà, je sais qu'on a besoin tous de bénévoles dans nos clubs.
mobiliser des parents, mobiliser des gens qui même parfois connaissent peu au départ, mais qui au moins vont permettre d'avoir de l'échange, d'avoir une capacité à se poser des questions, d'avoir une réflexion supplémentaire. Je pense que c'est essentiel pour nous tous, pour nous aussi qui sommes entraîneurs des fois et qui avons besoin d'échanges et de retours. Je pense que ça me semble fondamental, et d'autant plus qu'on a besoin au quotidien de mobiliser des personnes pour faire vivre nos associations. Donc, n'hésitez Exactement. pas à mobiliser des gens. J'en reviens juste à ce que ta réflexion sur les formations fédérales dont tu parlais. Moi, je trouve ça important et je sais que parfois les entraîneurs bénévoles en club ont du mal à faire ce pas-là pour aller des fois trouver du temps pour se former, etc. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, ces formations fédérales? Qu'est-ce que ça t'a permis comme ouverture, Pour moi, c'est essentiel. Tu l'as pu le dire, comme tu as pu le dire, dans un club aussi petit ou aussi grand qu'il puisse être, la formation d'entraîneur est essentielle. On doit au jour le jour avoir des personnes compétentes qui, grâce à cette formation, apprennent des fondamentaux de la gestion d'un groupe, de la création d'une séance, du retour de séance, toutes ces choses-là qui peuvent paraître peut-être futiles, mais sont essentielles à la bonne tenue d'un effectif. Parce que tenir un effectif dans un effectif de jeunes ou de seniors, si on n'a pas une structuration de séance, si on n'a pas un retour que l'on peut faire d'une analyse de séance ou des choses comme ça, eh ben, c'est pas inné. C'est pas inné. Même moi, avec 17 ans de carrière de joueur professionnel, quand tu te retrouves face à un groupe de 16, 17, 18 joueurs, quand tu as 4 entraînements semaine à préparer avec une programmation qui doit être faite tout au long de l'année, ben, ça vient pas naturellement. On a besoin d'être aidé, on a besoin d'être formé. Et pour les jeunes, moi je sais que maintenant avec mon nouveau rôle de directeur sportif, on encourage énormément de jeunes joueurs à se former même pour entraîner, pour devenir entraîneur. Mhm. Des parents, tous les parents référents à essayer pourquoi pas d'avoir une formation d'entraîneur qui sont pour la plupart du temps pris en charge par le club. Et c'est une relation de gagnant-gagnant. Le club a besoin de formateurs. Et en tant que jeune joueur ou alors en tant qu'adulte motivé, ben, avoir une formation prise en charge par le club, c'est essentiel aussi. Super. Euh, moi, je vais aussi en revenir à mon cas personnel, encore une fois, pour vous faire écho à ce qu'on vient de dire tous les deux. Pour vous, encore une fois, là, qui nous regardez, je pense que, enfin, voilà, moi, ces formations-là aussi m'ont vraiment permis une ouverture, voir aussi autre chose que ce que je vois au quotidien en club. Voilà, des fois, souvent, les clubs ont leurs habitudes aussi de fonctionnement, parce qu'il y a certaines personnes qui sont là depuis un moment ou pas. Enfin, on a tous des habitudes et je pense que ces temps de formation là, sont vraiment aussi un bain culturel et de par les échanges nouveaux que ça peut créer et les relations aussi qu'on peut nouer avec d'autres clubs et d'autres personnes. Non, voilà. Mais d'autant plus que l'architecture nouvelle un petit peu des formations permet maintenant d'aller piocher un bout un moment et puis un autre bout plus tard, etc. On n'est pas forcément obligé maintenant de tout valider sur la même année, donc enfin, profitez de ces nouveaux systèmes aussi pour aller chaque année prendre un petit peu votre bain culturel. Ça fait du bien à tout le monde, je vous l'assure. Petite question encore sur l'entraînement, et on va peut-être basculer sur le rôle de direction sportive. En tout cas, tu pourrais nous en dire encore un peu plus si tu veux. Une question sur les outils vidéo, peut-être, c'est quelque chose que nous, enfin, qu'on a abordé par exemple avec Mathieu Lanfranchi aussi, là, quand on l'a eu, et puis c'est des questions nous, sur lesquelles on planche pas mal dans notre travail sur entraîneur, un petit peu l'utilisation d'outils ou technologies nouvelles au service de l'entraînement. Comment est-ce que toi tu as utilisé ça? Comment est-ce que vous utilisez ça sur Annecy des fois? Ok, Ok, allez, c'est bah, nickel. reparti. Bon, on vous fera le petit montage qui va bien Ah, je t'entends. pour couper le truc. Tu m'entends? Ouais, Ouais. ouais, ouais, c'est bon, c'est bon, On vous c'est fera bon. le petit montage qui va bien pour qu'il n'y ait pas de souci pour vous. Ouais, Et nous voilà repartis. On parlait de la vidéo à l'entraînement, des outils vidéo à l'entraînement un petit peu. Est-ce que toi déjà en tant que joueur, tu as pu utiliser ça et quel intérêt tu as trouvé? Et puis toi après dans ta carrière aussi d'entraîneur, comme on disait, un petit peu aussi comment ça a été utilisé tout ça? bah beaucoup. Je l'ai beaucoup, beaucoup utilisé en tant que joueur. On faisait des analyses vidéo 1 à 2 fois par semaine Ouais. sur nous, nos performances, sur les futurs adversaires. À chaque préparation de match, on analysait le jeu adverse. Donc c'est quelque chose dans lequel je me suis vraiment intéressé et j'ai vraiment puisé beaucoup d'informations en tant que joueur. Donc en tant qu'entraîneur, pour moi, c'était une évidence
de faire un travail vidéo. Ok. Et c'est vrai que même en N2, quand je suis arrivé avec Bastien, on a intégré directement une séance vidéo à la semaine de préparation. On avait une séance de vidéo, d'analyse vidéo de nos futurs adversaires. Alors pour ceux qui venaient de Pro League, bah, c'était quelque chose qui était Plutôt naturel. commun et qu'ils avaient l'habitude, mais pour certains joueurs bah, qui voulaient déjà au club, bah, c'était un peu une nouveauté. Mhm. Mais alors après c'est vrai que la vidéo, c'est vraiment un travail spécifique et c'est vraiment un travail particulier. Si c'est mal fait, c'est très fatigant, c'est très soporifique pour les joueurs. Ils ont vraiment du mal à accrocher. Et nous, on faisait vraiment des courtes séances vidéo où on essayait de plus en plus d'analyser ensemble, d'avoir un retour collectif sur des séquences qui étaient montées, Ok. notamment par Bastien. Donc ça, c'était un gros travail que faisait Bastien. Euh, et voilà. Et après, on utilisait aussi la vidéo pour faire des retours individuels. Je pense que c'est essentiel. Parce qu'en tant que joueur, on a beau s'imaginer et voir les matchs qu'on a fait. Mhm. Quand on se voit en vidéo, bah, c'est complètement différent. Et Ouais. la réalité de la vidéo, bah, des fois, on ne peut pas dire bah, non, 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 j'ai Mhm. fait ça. Ouais, Non, complètement. ça ne s'est pas passé comme ça. Donc ça, c'était important aussi pour nous, pour les retours individuels. Et Ok. c'est essentiel. Et je pense que de plus en plus, et même à des niveaux, on va dire, pas professionnels, bah, on peut avoir vraiment des résultats qui sont efficaces. Ouais, tout à fait, et c'est pour ça que nous on essaie de l'aborder un petit peu. Nous on trouve ça, alors si ce n'est déjà dans des niveaux adultes amateurs, on trouverait ça intéressant d'en avoir un peu plus, mais aussi surtout dans la formation des jeunes. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle à toi aujourd'hui? Est-ce que c'est des choses que tu as déjà Ah, essayé bah, de mettre en place un petit peu? bah, totalement. Bah, pour la saison prochaine, on a un petit peu modifié l'organigramme des entraîneurs. Mhm, Bastien n'interviendra plus avec la N1, mais mhm, il sera entraîneur principal des moins 18 France, comme il l'était déjà cette année, et entraîneur adjoint de la Prénat. Donc on va avoir on va tenter d'avoir une continuité entre la formation du jeune mhm, qui est en moins 18 France, qui pourra évoluer aussi dans notre équipe réserve et pourquoi pas aussi dans notre équipe numéro 1. Et je complètement. sais que Bastien, même avec les moins 18 France, travaille beaucoup sur les vidéos. Il intervient aussi sur un travail à l'entraînement. Mhm, On a maintenant un logiciel où on peut filmer et avoir un retour vidéo 10 ou 15 secondes plus tard. C'est-à-dire mhm. que sur certaines actions, quand il juge nécessaire, quand on peut le juger nécessaire, eh ben, on peut demander à tous les joueurs de venir voir et de regarder vraiment une action sur des choses qui ont été faites correctement ou alors à l'opposé pour avoir un retour direct, de la performance. Et ça, c'est vraiment très utile, notamment dans la formation. Mhm. Bon, mais c'est super que tu en parles parce qu'on en avait déjà parlé déjà sur notre live, donc voilà, ça doit bien vous confirmer à vous tous là, qui nous écoutez, qui nous regardez, que ce genre de choses sont possibles chez les jeunes et qu'elles sont au-delà d'être possibles, même utiles au développement et à la performance. Enfin voilà, on disait que effectivement les images remplacent beaucoup de discours parfois, hein, parce qu'en tant qu'entraîneur, souvent on se fatigue à répéter Et des pour fois. un moindre coût, hein, parce que c'est vraiment C'est pas ça, hein, coûteux. complètement. On met un ordinateur avec VLC, on filme avec un iPad ou n'importe quoi, et ça suffit quoi. Mhm, C'est pas un complètement. logiciel où il faut payer ou tout ça, c'est vraiment assez pratique et facile d'accessibilité. Donc, une fois encore, on vous invite tous à essayer ce genre de choses, et notamment là où vous êtes dans des phases de reprise avant de laisser un petit peu partir en vacances, et puis même au retour en août où vous aurez du temps pour pencher sur tout ça, profitez-en. Profitez-en maintenant que les championnats reprennent un petit peu plus tard aussi, faites-en un petit peu une aubaine de cette difficulté sanitaire qu'on connaît actuellement pour essayer de trouver d'autres sources et d'autres moyens. Peut-être maintenant un petit peu le volet directeur sportif. Il nous reste un petit quart d'heure peut-être sans trop te mobiliser. Du coup, ben, ce passage-là du coup d'entraîneur au sein d'une même structure à directeur sportif, pourquoi, comment? Bah, comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi, la priorité quand j'ai arrêté ma carrière était de recontinuer de finir mes études de kiné, Mhm. ce qui est chose faite. Je vais être Félicitations. normalement diplômé le 2 juillet, donc dans quelques jours. Voilà, c'est ça. Mhm. Euh, donc, j'ouvre un cabinet, un gros projet d'ouvrir un cabinet sur Chambéry, donc ça fait un an qu'on travaille dessus. Ok. Donc, je vais vouloir vraiment m'investir là-dedans. Et puis, je me suis posé la question sur
sur la vie familiale, parce que mine de rien, moi j'habite Chambéry, je vais à Annecy, mon école de kiné était à Grenoble, Ouais. donc ça faisait beaucoup de trajets, avec les 4 entraînements, plus les matchs, plus les déplacements. Mhm. Alors c'est quelque chose qui me plaît, hein. C'est vrai que même si je voulais jamais faire ça, je me suis Finalement. vraiment pris au jeu et Mhm. j'aime entraîner. J'aime Ouais. vraiment cette relation-là que je pouvais avoir d'entraîneur à joueur. Mais il fallait faire un choix et par contre, je voulais pas laisser le club comme ça et je pense que le club ne voulait pas me laisser partir comme Ouais. ça. Même en fait, ça s'est même pas envisagé. Donc tout de suite, on a eu un échange, une discussion sur quel pourrait être mon rôle les futures saisons pour essayer de continuer justement de progresser, parce qu'il y a vraiment la volonté de progresser au sein du CSAV Handball pour atteindre la Pro League d'ici 3-4 ans. Mhm. Donc, il y a besoin de structuration, il y a besoin de tout ça. Donc, rapidement, le rôle de directeur sportif est venu, de gérer un petit peu les équipes seniors, donc féminines et masculines, donc avec les réserves aussi, avec Ok. des objectifs aussi donnés aux réserves. Donc, il n'y a pas vraiment, c'est pas que sur les équipes phares, on va dire. Il y a aussi, par exemple, notre pré-national, notre réserve garçon aura pour objectif à moyen court terme de monter en National 3. Donc, c'est Mhm. aussi quelque chose qui se prépare, la formation, toutes ces choses-là, la structuration du club. Toutes ces choses-là sont importantes pour le club, sont importantes pour moi, et puis rester en relation aussi avec les entraîneurs, dans le choix des entraîneurs, dans le choix du recrutement, filles et garçons, Mhm. dans le choix du projet sportif, même si il sera entièrement, quasiment fait et créé par les entraîneurs. Mais je sais que, notamment avec Raphaël Planchet qui me remplace pour l'entraînement de la N1 garçon, on a discuté pas mal de fois, on est toujours en relation quasiment quotidiennement ensemble sur plein de choses et il va être plus dans la continuité de ce qui a été fait parce que ça marchait plutôt bien, mais Mhm. en apportant des modifications et ça, je trouve ça bien de continuer sur quelque chose qui marche et d'essayer d'amener des Justement. compétences nouvelles, voilà, des forces nouvelles à ce projet-là. Ok, super. Petite question sur un petit peu la place d'Annecy dans son territoire. Enfin, voilà, je sais qu'il se passe des choses avec l'autre Annecy, avec enfin du coup Annecy-le-Vieux et Annecy, et puis la Haute-Savoie, un petit peu comment est-ce que vous rayonnez un petit peu sur ce territoire-là Bah qui est écoute, le vôtre. au niveau de la Haute-Savoie, on est devenu le club le plus haut, qui évolue le plus haut au niveau Mhm. national. Avec Annecy, on est dans une relation d'échange et de travail qui justement progresse de jour en jour. On a déjà aussi des ententes au niveau des équipes jeunes, donc les attentes du bassin annécien qui sont de plus en plus performantes avec un travail qui est fait de qualité avec Bastien qui est notre salarié et aussi David qui est le salarié d'Annecy. Donc À qui on passe le bonjour. voilà, bonjour à lui, mais on travaille, voilà, les deux travaillent beaucoup avec Stéphanie, la présidente, et Gaël, notre président, Ouais. pour tout ce qui est formation des jeunes joueurs. Cette entente du bassin annécien est essentielle pour pouvoir amener en fin de cursus de moins de 18 France des joueurs avec des niveaux on va dire, différents. Nous, on peut proposer pour certains joueurs niveau national 1, comme ça a pu être le cas de Tom Vinatier, qui évoluait à Annecy et qui nous a rejoint l'année prochaine et qui a Ouais. explosé avec nous en N1. Et on peut avoir aussi des joueurs qui sortent de notre formation ou de notre club, plutôt pas de notre formation, mais de la formation commune et de Mhm. notre club, mais qui vont évoluer après en N2 pour avoir un temps de jeu plus effectif voilà, et Complètement. plus important. C'est des choses qui sont, avec Benoît, l'entraîneur d'Annecy, sont mis en place depuis maintenant quelques temps et qui sont plutôt bien réussis. Donc c'est essentiel pour la progression du bassin annécien pour la formation. Mhm. Pour vous réexpliquer bien, là, tous, l'idée, c'est d'avoir vraiment une structuration qui permet avec deux clubs, alors qui sont structurés sur les plus jeunes avec des équipes sous convention, et qui, plus haut chez les adultes, vont pouvoir proposer des niveaux de PN, N3, N2, N1 finalement répartis sur les deux clubs, pour permettre justement aux jeunes d'un bassin, d'un territoire, d'un comité presque en l'occurrence, d'arriver à avoir une offre diverse et attractive quoi, sur un même bassin, sur une même convention, une même entente finalement, quoi. C'est ça. Euh,
Ok. Ta relation, toi, peut-être avec les entraîneurs du club, un petit peu, est-ce que tu es aussi sur les plus jeunes ou pas du tout? Est-ce que tu fais ce lien-là aussi Alors, jusqu'à maintenant, on avait une relation d'entraîneur-entraîneur. Moi, j'étais Mhm. entraîneur de l'équipe 1 garçon, et puis on discutait avec tous les autres entraîneurs. Maintenant, ça va un petit peu évoluer parce que je vais être en charge, si on peut dire, des relations, des 4 équipes adultes, donc forcément Ouais. avec un staff différent à chaque fois. Et après, sur tout ce qui est le secteur jeune, c'est justement Bastien Souillet, notre salarié, qui est responsable de la formation, Ok. donc qui va un petit peu chapeauter tout le secteur des entraîneurs jeunes, avec à chaque fois des échanges avec moi pour l'évolution de la formation des jeunes, pour avoir un œil plutôt poussé sur certains jeunes. Voilà, Ok. c'est des relations de façon d'échange, de communication qui sont essentielles pour le bon fonctionnement d'un club. Ok. Est-ce que vous arrivez à faire de la formation en interne? Est-ce que vous arrivez à proposer des temps d'échange un petit peu? Est-ce que de partage? Ouais, c'est des choses qui sont mises en place à chaque fois pour faire des bilans même de mi-saison ou de fin saison des réunions où tous les entraîneurs sont conviés, où on fait des bilans, où on fait des moments d'échange sur les points positifs, les points négatifs, ce qu'il faut travailler, améliorer, des choses qui ne nous ont pas plu ou pas. Voilà, c'est des temps d'échange qui sont essentiels plutôt que d'être focalisé sur sa catégorie d'âge ou son effectif, et ben, d'échanger avec d'autres, notamment quand on est dans un travail de formation, pour anticiper certaines problématiques ou pas, et ben, ces échanges-là sont pour moi essentiels. Euh, Peut-être pour les entraîneurs bénévoles qui nous regardent un petit peu, toi, qu'est-ce qui est la question à laquelle tu réponds le plus souvent, ou en tout cas l'interrogation principale, souvent un petit peu, euh, peut-être, ou alors peut-être ce vers quoi toi tu es le plus attentif, en tout cas, par rapport à tes entraîneurs bénévoles de club, Franchement, alors ça revient un peu à ce que j'avais dit, mais la formation, je pense que c'est essentiel. Mhm. Le fait de se former quand on n'a pas de formation pour prendre en charge une équipe, c'est ultra enrichissant. Et ça nous permet, en tant qu'entraîneur, d'ouvrir voilà, un champ de vision beaucoup plus large. Et c'est sûr que la gestion d'un effectif, la gestion d'un groupe, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas non plus inné, et c'est vrai que ça se travaille aussi. Donc, c'est ça, la programmation de séances, le fait d'être hyper varié, de pas faire toute la semaine la même chose. Moi, j'ai connu certains entraîneurs où je savais que Mhm. j'arrivais le mardi à l'entraînement, je savais qu'on allait faire ça. En tant que joueur, il n'y a rien de plus Ouais. fatigant et usant parce qu'on revient un peu à reculons. C'est vrai que de proposer plein de choses variées, mais ce contenu-là, on l'apprend aussi, on nous donne la réflexion d'apprentissage justement lors de ces formations. Donc ça, c'est quelque chose pour moi qui est essentiel. Après, les questions qui reviennent souvent, non, il n'y a pas forcément de questions sur la pratique à proprement dit, Mhm. c'est plus sur l'aspect de communication, comment gérer certains problèmes plus de relationnel, on va dire, Ok. qui peuvent intervenir. Ok, ça fait le lien un petit peu avec la dernière question que je voulais te poser, un petit peu le lien en club avec tout ce qui est prépa mentale, prépa physique. Est-ce que c'est des choses que vous abordez, qui te Encore une semblent fois, aussi. hein, on aborde plus que ça parce qu'on l'a mis en place. Après, on a besoin de moyens. Ça, c'est des choses qui sont pas forcément faciles à mettre en place. Mais je sais que à mon arrivée, j'ai fait venir un préparateur physique qui est maintenant au club, qui évoluait avant sur Massy en Pro League et en League All-Star League. Donc, Ok. qui maintenant est notre préparateur physique depuis 2 ans. L'année dernière, on avait un préparateur mental, Bertrand Le Turc, qui travaillait avec le groupe N1 filles et N1 garçons. C'est des choses en fait, c'est des choses que l'on peut se passer, sur lesquelles on peut se passer. Mais quand on les a, ça permet de progresser petit à petit, de monter une marche supplémentaire. Et alors, c'est pas autant la prépa physique, on en a besoin, Mhm. autant la préparation mentale, tous les joueurs ne sont peut-être, ou les entraîneurs, hein, Mhm. ne sont peut-être pas réceptifs, et tout le monde n'en a pas forcément besoin, mais pour les joueurs ou les entraîneurs ou joueuses
qui valident et qui ont besoin de ce process-là, c'est hyper enrichissant. Mais c'est des choses qui forcément sont coûteuses parce que ben, c'est des personnes qui travaillent pour, on va dire, le club. Mais il y a toujours des moyens d'avoir une formation. Là, je sais que je suis en train d'essayer de mettre en place un stagiaire prépa physique qui est en train de passer un diplôme Tout à fait. européen sur Lyon et qui a besoin d'effectifs Mhm. pour travailler. Et ben, moi, je suis en train d'essayer de voir pour avoir au moins nos équipes réserves, notamment avec lui, pour qu'il y ait un échange et trouver des relations de gagnant-gagnant pour tout le monde. Mhm. Ouais, tout à fait, je rebondis là sur ce que tu dis là. Je pense que c'est important pour vous, la structure qui cherchez à vous développer. Vous avez, par ces biais-là, des facultés, même des organismes de formation aussi post-bac qui vous permettent à vous d'aller chercher des stagiaires, que ce soit là sur de la prépa physique ou même de la gestion de la comptabilité, ainsi de suite. Il y a plein de jeunes qui cherchent des stages, qui peuvent être en lien aussi avec le monde sportif, associatif. Et pour vous qui n'avez peut-être pas les moyens de souvent avoir des emplois, etc., au sein de vos structures, c'est vraiment des opportunités à saisir pour développer au mieux vos structures. C'est ça. Bon, écoute, peut-être une dernière question à la volée, et puis on a déjà fait, je pense, un joli tour. C'était plutôt, voilà, une petite, si tu avais une remarque à faire pour tous ceux qui nous suivent, pour les enragés, les entraîneurs, qui soient bénévoles, salariés de structures, de tout niveau, un petit peu, si tu avais un petit mot, un petit conseil à leur donner pour la suite et pour cette saison qui se prépare. Bah, alors déjà, je pense que sans toutes les personnes que tu as dit, les entraîneurs bénévoles, les bénévoles qui sont présents, bah, le handball français n'existerait pas et la reconnaissance que le handball français peut avoir depuis des dizaines d'années, eh ben, c'est aussi grâce à toutes ces personnes-là. Il n'y a pas que le haut niveau ou le très haut niveau dans le handball français. Je sais que l'organisation générale de la fédération et des clubs et de la formation est vraiment mise en avant dans beaucoup de pays européens. Donc ça, Mhm. c'est quelque chose dont on peut être fier. Et bah, comme je te l'ai dit, d'essayer toujours, quand on est passionné dans ça, et c'est toujours se former, c'est toujours d'aller voir plus haut, d'aller toujours dans les recherches voilà, d'échanges, de relations, de communication. C'est aussi comme ça qu'on a pu être en contact, toi et moi, Romain. Mhm. C'est dans un échange par rapport à deux joueurs, par rapport à des modes de fonctionnement qui sont intéressants pour tout le monde. Donc, rester toujours hyper actif dans l'intérêt qu'on peut porter à la pratique et dans l'intérêt qu'on peut avoir à toujours se former, à toujours être curieux de tout ce qui gravite autour de notre pratique. Bon, super, merci beaucoup. Merci. Merci Cédric pour ce moment et cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous prendrez soin de bien regarder cette vidéo, de la diffuser, de la partager à tous ceux qui de droit. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt tout le monde.